Bonjour chers auditeurs, c'est All India Radio Delhi. Aujourd'hui, nous sommes le 25 décembre 2020. Vous êtes à l'écoute du service français de All India Radio. Voici maintenant les informations présentées par Pankuri Bhatt. Tout d'abord, les grands titres. L'Inde et la Croatie réitèrent leur engagement en faveur d'une région Indo-Pacifique ouverte, libre et stable. L'Inde et la Croatie ont réitéré leur engagement en faveur d'une région Indo-Pacifique ouverte, libre et stable. Au cours de l'interaction virtuelle, le ministre d'État aux Affaires extérieures, V. Mullidharan, et le secrétaire d'État croate aux Affaires politiques, Frano Matušić, ont échangé leurs points de vue sur les développements dans la région Indo-Pacifique. La réunion a permis d'établir un vaste programme de coopération mutuelle en 2021 qui donnera corps aux célébrations des 3 décennies d'établissement de relations diplomatiques entre les deux pays en 2022. Les deux pays ont également discuté de la nécessité de développer un partenariat numérique à plusieurs niveaux en mettant l'accent sur le partenariat entre entreprises, l'engagement des startups, la cyber-R&D, la coopération en matière de talents et de ressources humaines qualifiées, la cybersécurité et la cyberinfrastructure. Ils se sont félicités des premiers événements dans le domaine de l'engagement des 2 premières dans les startups qui ont été organisés ce mois-ci. L'Inde et le Gabon discutent des possibilités de coopération dans le scénario post-Covid. L'Inde et le Gabon ont discuté et passé en revue leurs liens bilatéraux, y compris la pandémie Covid-19 et les possibilités de coopération dans le scénario post-Covid au cours d'une interaction virtuelle. Au cours de l'interaction, le ministre d'État aux Affaires extérieures, V. Mullidharan, et le ministre des Affaires étrangères du Gabon, Pakan Moublé Moubaya, ont discuté et passé en revue l'ensemble des relations bilatérales, y compris le renforcement de la coopération. Les 2 dirigeants ont entrepris un examen détaillé des liens bilatéraux. Les 2 ministres ont également discuté de l'énorme potentiel qui existe au Gabon dans des secteurs tels que le manganèse, les engrais, les chemins de fer, l'agriculture et le bois. Le Gabon, un pays situé le long de la côte atlantique de l'Afrique centrale, possède d'énormes ressources naturelles, en particulier du manganèse, du bois et du pétrole brut, et offre des opportunités d'investissement aux entreprises indiennes. L'Union européenne de la Grande-Bretagne conclut un accord sur le commerce post-Brexit. L'Union européenne et le Royaume-Uni ont conclu un accord commercial post-Brexit. Après des mois de négociations sur les futures règles commerciales, juste une semaine avant l'échéance, le gouvernement britannique a annoncé que l'accord était conclu. Le Premier ministre britannique Boris Johnson a déclaré qu'ils avaient conclu le plus gros accord jamais conclu d'une valeur de 668 milliards de livres sterling par an. Il a déclaré qu'il protégerait l'emploi dans tout le pays et permettrait aux produits britanniques d'être vendus sans droits de douane ni quotas sur le marché de l'UE. M. Johnson a déclaré qu'il s'agissait d'un bon accord pour l'ensemble de l'Europe. Le Parlement britannique doit se prononcer sur cet accord le 30 de ce mois. La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a déclaré que la route était longue et sinueuse mais que nous avons obtenu un bon accord. Elle a ajouté que l'accord était juste et équilibré et que le Royaume-Uni restait un partenaire de confiance. Une fois ratifié par les dirigeants européens, le Parlement européen et le gouvernement britannique, l'accord garantira que la Grande-Bretagne et le bloc des 27 nations pourront continuer à échanger des biens sans droits de douane ni quotas après que le Royaume-Uni se sera totalement libéré de l'UE le 1er du mois prochain. Le Royaume-Uni devrait se retirer des règles commerciales de l'Union européenne d'ici le 31 de ce mois, soit 1 an après avoir officiellement quitté le bloc. Les groupes de défense des droits de l'homme d'Asie du Sud reprochent à Islamabad la conversion forcée incontrôlée des hindous vivant au Pakistan. Le South Asia Collective, un groupe de défense des droits de l'homme
sud-asiatique a condamné Islamabad pour la conversion forcée non contrôlée d'hindous vivant dans le pays, en particulier de jeunes filles hindoues mineures. Dans son récent rapport, le groupe a exigé qu'Islamabad mette fin aux attaques invasives contre la vie des minorités. Il a déclaré que l'état de la sécurité et de la liberté d'expression reste très préoccupant au Pakistan. L'organisme de défense des droits a déclaré que les minorités ont été victimes de disparitions forcées, de détentions illégales et dans certains cas de meurtres également. Il a suggéré que les lois restent conformes aux engagements internationaux du Pakistan par le biais des conventions des Nations Unies, les conventions de l'Union européenne, ainsi que les accords sur les droits de l'homme. Auparavant, dans son rapport annuel d'avril 2020, la Commission des droits de l'homme du Pakistan, HRCP, avait souligné le problème de la conversion forcée des filles hindoues et chrétiennes, y compris des mineurs. Elle a indiqué que plus de milliers de cas de conversion forcée et de mariage forcé de ces jeunes filles se sont produits dans la seule province du Sindh en 2019. Un navire indien d'aide humanitaire arrive au port vietnamien de Nha Hong. Le navire indien Kiltan, transportant de l'aide humanitaire, est arrivé au port vietnamien de Nha Hong, à Ho Chi Minh Ville, pour livrer 15 tonnes de matériel de secours aux personnes touchées par les inondations. Cette aide s'inscrit dans le cadre de la mission Sagar 3, l'aide humanitaire et de secours en cas de catastrophe, HADR, de l'Inde aux pays étrangers amis pendant la pandémie en cours. La navire livrera 15 tonnes de matériel HADR pour les personnes touchées par les inondations au centre du Vietnam, qui seront remises au comité directeur central du Vietnam pour la prévention et le contrôle des catastrophes nationales. Cette aide reflète le lien profond entre les peuples des deux pays amis. L'aide au coronavirus est en danger car les législateurs américains bloquent les changements de Trump. Hier, les législateurs américains ont bloqué les tentatives de modification d'un programme d'aide et de dépenses gouvernementales de 2,3 billions de dollars pour lutter contre le coronavirus, rejetant ainsi la demande du président Donald Trump d'apporter des modifications importantes. Les démocrates de la Chambre des représentants ont cherché à augmenter les paiements directs aux Américains, inclus dans le projet de loi de 600 à 2000 dollars par personne dans le cadre d'une initiative de secours économique contre le coronavirus, répondant ainsi à l'une des demandes de Trump. Les collègues républicains de Trump qui s'opposent à l'augmentation du montant ont bloqué cet effort. Les républicains ont cherché à modifier le montant de l'aide étrangère incluse dans le paquet en cherchant à répondre à une autre demande de Trump. Les démocrates ont bloqué cette demande. La vague d'activité dans l'hémicycle n'a pas permis de sortir d'une impasse qui menace l'aide dont ont désespérément besoin des millions d'Américains au moment où les responsables tentent de distribuer des vaccins dans le pays. Près de 220 000 personnes sont décédées des suites de l'épidémie de COVID-19 aux États-Unis. Président Trump, dans une action surprise mardi, a pressé le Congrès de modifier radicalement le programme de lutte contre le coronavirus et le programme de dépenses du gouvernement qui a été adopté par une large marge bipartite lundi. Le tribunal pakistanais ordonne la libération d'un homme accusé du meurtre du journaliste Daniel Pearl. Au Pakistan, un tribunal a ordonné la libération du militant d'origine britannique qui était accusé d'avoir tué un journaliste américain en 2002. Omar Sheikh avait été acquitté du meurtre de Daniel Pearl au début de l'année, mais était resté en prison après le début d'un appel contre cette décision. La haute cour du Sindh à Karachi a maintenant décidé que la détention temporaire de M. Sheikh était illégale. L'enlèvement et l'horrible décapitation de la journaliste du Wall Street Journal, Pearl, dans la ville de Karachi, dans le sud du pays, a provoqué le choc et la colère du monde entier. M. Sheikh a été arrêté quelques jours après l'enlèvement de Pearl et a ensuite été reconnu coupable du meurtre par un tribunal antiterroriste. Il était dans le couloir de la mort depuis sa condamnation.
En avril dernier, la Haute Cour du Sénat réduit la condamnation de Sheikh au crime d'enlèvement et a acquitté 3 autres hommes liés à l'affaire. Une autre nouvelle souche Covid trouvée au Nigeria. Une autre nouvelle variante du nouveau coronavirus semble avoir émergé au Nigeria. Don Kengsang, directeur des Centres africains de contrôle et de prévention des maladies Africa CDC, a déclaré aux journalistes que c'est une lignée distincte de celle du Royaume-Uni et de l'Afrique du Sud. Il a déclaré que le CDC Nigeria et le Centre africain d'excellence pour la génomique des maladies infectieuses analyseront davantage d'échantillons. Cette découverte pourrait ajouter à l'alarme de la pandémie après l'annonce de variantes similaires du virus SARS-CoV-2 qui semblent plus contagieuses au Royaume-Uni et en Afrique du Sud, ce qui entraînerait le retour rapide des restrictions de voyage international et de retour et d'autres mesures. En Éthiopie, l'armée tue 40 suspects après le massacre de Benishangul Gumuz. En Éthiopie, l'armée a tué plus de 40 hommes soupçonnés d'être liés au massacre dans la région de Benishangul Gumuz selon les médias d'État. 5 fonctionnaires actuels et anciens du gouvernement ont également été détenus en raison de la crise de sécurité, ajoutent les rapports. 100 personnes, dont des enfants, ont été tuées mercredi lorsque les assaillants ont attaqué et incendié les maisons de villageois endormis, leur tirant dessus et les poignardant. L'attaque a eu lieu un jour après la visite du Premier ministre Abiy Ahmed dans la région. On ne sait pas exactement qui étaient les assaillants, mais il semble qu'ils aient ciblé des communautés ethniques minoritaires considérées comme des colons dans la région, a déclaré le groupe de défense des droits de l'homme Amnesty International. La vaccination COVID-19 est en cours dans les pays d'Amérique latine. Le Mexique, le Chili et le Costa Rica sont devenus les premiers pays d'Amérique latine à lancer une campagne de vaccination contre la COVID-19. Les travailleurs de santé de première ligne et les résidents des maisons de retraite reçoivent les premières injections. Le Mexique, dont le nombre de décès dus à la COVID-19 est l'un des plus élevés au monde, a lancé son programme de vaccination de masse dans un hôpital de la capitale Mexico lors d'un enlèvement télévisé hier. Le programme a été lancé un jour après l'arrivée des 3000 premières doses du vaccin COVID-19 de Pfizer-BioNTech en provenance de Belgique. Le pays compte désormais plus de personnes hospitalisées pour la COVID-19 qu'au plus fort de la première vague de la pandémie fin juillet. Le ministère panamien de la Santé a déclaré que plus de 200 médecins cubains étaient arrivés hier pour renforcer le système de santé de ce pays d'Amérique centrale et contribuer à la lutte contre la pandémie de COVID-19. Le Panama a connu une augmentation des cas de COVID-19 après avoir commencé à rouvrir son économie en septembre, ce qui a entraîné une surcharge des hôpitaux et une pénurie de personnel de santé. Les chasseurs espagnols massacrent 500 animaux sauvages au Portugal. Les autorités portugaises ont exprimé leur indignation face au massacre de plus de 500 cerfs et sangliers dans une zone de chasse du centre du pays. Le massacre aurait eu lieu dans une ferme de la zone de chasse touristique de Torrebella, près d'Azumbuja, à environ 40 km de la capitale portugaise Lisbonne, les 17 et 18 décembre. Le ministre de l'Environnement, João Fernandes, a déclaré que la mise à mort d'animaux par 16 chasseurs espagnols était vile et constituait un crime environnemental qui devrait être poursuivi. Des photos de l'abattage ont été diffusées sur les médias sociaux. Chers amis, c'était notre bulletin d'information. Vous êtes à l'écoute du service français de All India Radio. Restez à notre écoute, c'est All India Radio Delhi. Maintenant, nous vous présentons le commentaire sur un sujet d'actualité. Le commentaire d'aujourd'hui porte sur le programme spatial indien va atteindre de nouveaux sommets. L'Inde a terminé l'année dans l'espace avec la mise en orbite réussie
du satellite de communication CMS-01 par le lanceur de satellites polaires, PSLV. L'Organisation indienne de recherche spatiale ISRO a lancé PSLV récemment depuis la deuxième plateforme de lancement au Sriharikota dans l'Andhra Pradesh. Le satellite a été placé sur une orbite de transfert géosynchrone, précise environ 20 minutes après le décollage. Il remplacera l'ancien satellite GSAT-12, lancé en 2012. CMS-01 est le 42e satellite de communication de l'Inde. Il est le premier d'une nouvelle série de satellites de communication après les séries INSAT et GSAT. Pour l'ISRO, il s'agit du 13e lancement cette année. En raison de la pandémie COVID-19, la plupart des missions, y compris le premier vol sans équipage du Gaganyaan, ont été retardées. Avant la pandémie, l'Inde n'avait pu accomplir qu'une seule mission de satellite GSAT-30. Il a été lancé en janvier de cette année par le lanceur international Arianescape depuis Kourou en Guyane française. Malgré la pandémie en novembre, l'ISRO a lancé avec succès un satellite d'observation de la Terre EOS-01 avec 9 satellites clients internationaux. Le satellite d'observation de la Terre est destiné à des applications dans les domaines de l'agriculture, de la sylviculture et du soutien à la gestion des catastrophes. Le nouveau satellite CMS-01 permettra d'améliorer les réseaux de communication du pays et de contribuer à l'apprentissage en ligne, à la télémédecine et aux services de gestion des catastrophes. Sa couverture inclura le continent indien ainsi que les îles Andaman, Nicobar et Lakshadweep. Le satellite a une durée de vie estimée à plus de 7 ans. L'Inde annoncera la nouvelle année avec le lancement commercial du satellite brésilien d'observation de la Terre amazonien et de 3 satellites indiens. Les satellites seront transportés à bord du véhicule de lancement de satellites polaires de l'ISRO PSLV C-51. La mission PSLV C-51, prévue pour fin février ou début mars, sera très spéciale non seulement pour l'ISRO mais aussi pour l'Inde. Le lancement marquera une nouvelle ère de réforme spatiale introduite par l'ISRO pour libérer le potentiel de l'Inde dans le secteur spatial. La fusée transportera un satellite d'observation de la Terre fabriqué en Inde, appelé Anand. Le secteur spatial a été ouvert aux acteurs privés avec la création de la Commission nationale indienne de promotion et d'autorisation des activités spatiales, InSpace. Anand est fabriqué par une start-up indienne appelée Pixel, constituée sous le nom de CSKY Space Technologies Private Limited. C'est le premier d'une série de satellites d'observation de la Terre qui fourniront une couverture mondiale toutes les 24 heures, permettant aux organisations de détecter et de surveiller les phénomènes mondiaux en temps quasi réel. Les données seront disponibles sur un site plateforme basé sur l'intelligence artificielle. Elle sera utilisée dans l'agriculture, la sylviculture, la surveillance urbaine et d'observation du climat. Pixel prévoit de voir sa constellation de 30 petits satellites d'observation de la Terre dans le ciel d'ici la fin 2022. Avec Anand, l'ISRO va également lancer 2 autres satellites, SatishSat de Space Kids India et UnitySat d'un consortium d'universités. Pour Space Kids India, il s'agira du 2e satellite lancé par l'ISRO. Son premier, Kalamsat, est le premier satellite fabriqué par des étudiants à être lancé en utilisant le 4e étage du PSLV comme plateforme pour la première fois. Il s'agit d'un des nombreux satellites commerciaux qui seront lancés dans l'espace au cours du premier trimestre 2021. Outre la mission PSLV C-51, l'ISRO se prépare également au premier vol du petit lanceur de satellites SSLV. Il aura la capacité de lancer un satellite léger de 500 kg sur l'orbite terrestre inférieure. Le SSLV peut également être assemblé par une équipe de 6 ingénieurs en 7 jours, alors qu'il faut une équipe de 600 personnes et quelques mois pour assembler un PSLV.
Il a été développé par l'ISRO principalement pour des lancements commerciaux. L'Inde travaille sur les missions de grande envergure. Des activités sont en cours pour les missions Chandrayaan-3, Aditya L1 et Gaganyaan. Chandrayaan-3 serait une mission de rover terrestre qui utilisera l'orbiteur indien existant de la mission Chandrayaan-2 pour communiquer avec la Terre. Aditya L1 est la première mission solaire de l'Inde qui verra un satellite se déplacer à 1,5 million de kilomètres de la Terre jusqu'au point L1. Le point L1 ou point Lagrangien est situé entre la Terre et le Soleil. La mission Gaganyaan vise à placer des astronautes indiens en orbite basse terrestre. Chers amis, vous êtes à l'écoute du service français de All India Radio. Vous venez d'écouter le commentaire rédigé en anglais par Venkat Subramanian, journaliste scientifique, traduit par Richa Sharma et présenté par Pankuri Bhatt. Chers amis, c'est All India Radio Delhi. Nous venons maintenant à la fin de notre programme.